Donc les voies d'avenir, ça serait de développer des systèmes, des écosystèmes protecteurs dans les vergers, à forte diversité variétale, qui permet un développement entomologique et fongique important, à la fois dans le sol et dans l'espace, en aérien. Donc tout ça mis bout à bout, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc nous, on a d'abord travaillé sur des systèmes de haies qui sont réalisés exclusivement à base de fruitiers cultivés. On a pris des variétés locales parce qu'on a voulu travailler avec des variétés les moins sensibles aux maladies, bien sûr, avec une grande diversité d'espèces, de variétés, sans la base épineuse traditionnelle pour éviter de se piquer les mains quand on doit tailler la partie arbustive, mais aussi pour éviter les problèmes sanitaires avec les aubépines. Enfin ça, c'est pour vous, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc on a une strate arborée productive et une strate arbustive donc, que l'on rabat intercalaire. Donc on a le sol qui est ombré d'une manière permanente, et ça c'est extrêmement important, d'ombrer le sol, de le couvrir. Il se trouve couvert de matière organique dès la plantation, avec des matières organiques que l'on apporte, hein, soit de la paille, soit du BRF, et ensuite naturellement par la chute des feuilles et les pousses que l'on rabat. On a constaté assez rapidement que ces haies sont vraiment autonomes, on ne les traite pas du tout, on en a à différents endroits, et ne les traitant pas du tout, on se rend compte que parfois dans nos systèmes de haies, pas traités, les arbres sont moins sensibles, enfin moins atteints de maladies que dans notre verger. Quand même, c'est assez dramatique quand on voit ça. Mais c'est intéressant de pouvoir l'observer. Donc là, c'est une jeune haie. On constate donc que c'est en Béarn. Les pommiers produisent des fruits. Alors on ne voit pas très bien, mais ils sont couverts de fruits. Et on a une partie intercalaire arbustive que l'on maintient arbustif par la taille, par le rabattage. Donc cette partie est encore trop jeune pour faire un linéaire continu, mais c'est presque continu. Vous voyez, il faudrait que tout ça se réunisse. Et on est encore en couverture de BRF sur cette partie. Et donc on a utilisé tout ce qui nous passe par la main. On fait des essais avec tout et n'importe quoi. Donc du grenadier, qui était une espèce qui est arrivée avec les vignes il y a 2000 ans quand même. Donc le grenadier était typique et traditionnel dans la région. Il y a même eu des sélections de variétés locales, mais on a eu du mal à récupérer grand-chose. Du noisetier, extrêmement important le noisetier, parce qu'il fleurit en hiver, vous le savez bien, et il permet de nourrir des insectes vivants, enfin adultes, en hiver, entre autres les cirques, par le pollen. Et donc j'ai fait une intervention au Canada, et lorsque j'ai dit qu'on mettait des noisetiers systématiquement dans toutes nos haies pour nourrir des insectes en hiver, il y a eu un éclat de rire dans la salle, c'était horrible. Je me suis dit, j'ai dû dire autre chose que ce que je voulais, et en fait on m'a dit, oui, on a à moins 30 les insectes vivants, il n'y en a pas beaucoup. Mais en Europe, en tous les cas, c'est vrai. Il y a d'abord les arbousiers qui fleurissent tardivement, hein, en octobre-novembre, et qui sont l'objet d'une recherche de pollen pour la nourriture vraiment très active. Hein. Dès que vous plantez des arbousiers, vous voyez des bourdons, des abeilles, des cirques en pagaille dessus. Et puis ensuite, il y a les noisetiers. Et ça, c'est extrêmement important de penser à comment fabriquer ces systèmes intermédiaires qui vont nourrir des insectes. On verra ça au fur et à mesure, mais il faut quand même bien avoir conscience que ces systèmes-là, ils doivent servir aussi à nourrir les insectes. Excusez-moi, juste spécifiquement dans ce domaine-là, le lierre, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Parce qu'on le chasse alors que c'est une merveille. Est-ce qu'il y aurait une association lierre-arbre fruitier qui aurait été tentée déjà dans cet objectif? Non, il n'est pas tenté dans l'objectif, parce qu'il est rare qu'on laisse pousser le lierre sur les arbres, ce qui est bien dommage. Nous, on en a effectivement, mais bizarrement, ils ne fleurissent pas. Et les lierres sont intéressants, je pense, par leur floraison. Voilà. Et un lierre qui fleurit, c'est un lierre qui est déjà suffisamment âgé. Il faut voir les conséquences que ça peut avoir sur les arbres. Effectivement, on le dit, nous on commence à les laisser jusqu'à ce qu'un ouvrier bien intentionné nous les enlève. Bon, bref. Donc là, on n'a pas, en tous les cas, on n'a pas de lierre qui fleurit sur nos arbres, ça c'est sûr. Le lierre qui court au sol, il est bien parce qu'il couvre le sol. Mais bon, voilà, c'est pour moi encore un on-dit, je n'ai pas d'informations à ce sujet. D'accord.
Dans la partie arbustive, vous voyez, on utilise aussi des cerisiers acides. Le cerisier acide a des nectaires, comme tout cerisier, et les nectaires servent aussi à nourrir les insectes. Hein. Le nectaire sert à fabriquer du nectar, et généralement les nectaires sont à l'intérieur des fleurs pour attirer les insectes. Ils viennent polliniser les insectes indirectement, parce qu'ils viennent se nourrir avant tout. Hein. Croyez bien que les insectes, ils sont là pour faire la pollinisation, parce qu'il y a des systèmes, des mécanismes qui ont été mis en place pour les attirer. Bon, ils ne viennent pas polliniser pour le plaisir de l'agriculteur, hein, ils en ont vraiment là, rien, même pas conscience, j'imagine. Par contre, nous, on a intérêt à avoir conscience de qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer les insectes toute l'année. Et entre autres, les cerisiers acides sont intéressants justement par leur nectaire foliaire, donc hors fleurs. Et il y a d'autres fleurs qui sont intéressantes, comme les bleuets. Les cendorées ont aussi des nectaires extra-floraux qui servent à nourrir les insectes. Et malgré le fait que l'on retaille, que l'on rabat nos cerisiers acides pour les laisser sur le module arbustif, on arrive à avoir des cerises dans cette zone rabattue. Alors, sachez que quand on va visiter le jardin du Luxembourg ou le potager du roi à Versailles, on voit ces palmettes hyper taillées à 3 bourgeons. Donc on sait très bien que les arbres fruitiers peuvent être taillés d'une manière sévère, c'est au-delà de toute sévérité pensable. Et pourtant, certaines palmettes ont 200 ans. D'où le fait que c'est peut-être pas un massacre de tailler très sévèrement. Donc nous, on rabat, alors on réfléchit pas, hein, on rabat nos arbres et on arrive à avoir des fruits sur la partie arbustive rabattue. Alors ceci dit, ça donne des cerises qui sont entre le sol et 1 mètre de haut. Et un arboriculteur ami qui est Yves Guibert, qui était le président du CIVAM Bio du Lot-et-Garonne, souvent il me dit écoute Evelyne, c'est pas drôle de ramasser des cerises à l'échelle, mais alors les ramasser à 4 pattes, non merci. Il n'empêche que quand on fait ces systèmes à 2 étages, sur l'étage qui sert a priori à nourrir des insectes, on arrive à récolter des fruits. Là on voit le cognacier à des fleurs, bon, le noisetier commence juste à faire ses feuilles, et puis les poiriers, les pommiers, tout ça sont en fleurs. Donc on rabat, pour notre part, donc on rabat la partie arbustive que l'on veut maintenir arbustive tardivement. On le fait tardivement, volontairement, pour avoir nourri les insectes avant de détruire tout ce qui est floraison. Donc les noisetiers ont fait leur boulot en hiver, mais les cognaciers et les cerisiers et tout ça servent aussi à nourrir des insectes avant qu'on rabatte, et on broie, donc on réinjecte le BRF directement dans la haie, au moins tant que la couverture de sol ne soit pas complète, puisqu'on souhaite vraiment que le sol ne voit pas le soleil. Donc ça évite de désherber déjà, c'est une bonne aide. Alors, certaines haies peuvent nous échapper pendant un temps. Ça a été notre cas, on a planté une haie en 1996, c'est la première que j'ai faite. En étant un petit peu ambitieuse, j'avais mis un arbre fruitier tous les 3 mètres avec 2 plants intercalaires. Bon, maintenant, je suis passée à 4 plants intercalaires, parfois 3, mais parfois beaucoup plus. Mais bon, j'avais besoin de séparer une parcelle qui est visitée par le public du conservatoire lui-même, qui a priori ne devait pas être en visite libre en tous les cas. Et donc tout ça, ça a poussé merveilleusement bien jusqu'au jour où on avait 12 hectares à entretenir. Et la haie, je peux vous dire que plus personne ne voulait l'entretenir. Donc au départ, elle a été rabattue. Donc vous voyez, on commence très bas, hein, on rabat au départ très bas, puis après on laisse monter jusqu'en haut du tronc. Disons qu'en moyenne c'est 1 mètre, quoi, 1 mètre, 1 mètre 20. Et puis on a abandonné donc tout l'espace occupé par cette zone qui n'était plus rabattue, on la voit apparaître là. Et cette année, j'avais un ouvrier que j'ai pu embaucher pour faire la taille du verger, et qui à la fin de la saison n'avait plus rien à faire, façon de parler, mais je lui ai dit, bon écoute, si tu as 5 minutes, tu prends une tronçonneuse,
et tu me rabats 2 arbres sur 3, tu te trompes pas d'arbre si tu peux, et puis on va essayer de voir si ça résiste. Et effectivement, vous voyez un peu, il y avait comme ça, mais il y en avait autant de l'autre côté, hein, un volume énorme, énorme, énorme. Et j'ai vu réapparaître les arbres, c'est-à-dire que ça ne les a pas du tout empêchés de pousser. On parle toujours de compétition racinaire, enfin bon, mais il n'y a pas de compétition, hein. Tout le monde a collaboré, et ben, ceux-là, ils ont dû se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous font là, mais ceux-là, elle est bien. Et donc, quelques semaines après, voilà, c'est reparti, ça c'est quelques semaines après. Tout le monde est reparti, donc maintenant on n'a plus qu'à retailler. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en les abandonnant, ceux-là en abandonnant la taille, le système racinaire s'est développé. On diminue les systèmes racinaires, évidemment, par des tailles répétées. Et quand on veut vraiment diminuer fortement les systèmes racinaires, on taille en pleine période foliaire, c'est-à-dire on diminue la ressource alimentaire. Puisque comme on l'a vu, hein, 90% de la ressource alimentaire, elle est dans les feuilles. Donc si vous supprimez des feuilles sur une plante trop vigoureuse, évidemment, vous allez diminuer sa vigueur parce que vous allez atteindre une partie du système racinaire. Donc quand vous avez une zone qui ne pousse pas, taillez-la bien en hiver. Quand elle pousse trop, vous taillez en été. Bon, j'ai essayé de faire un schéma que j'ai publié dans le dernier ouvrage que j'ai sorti, avec des arbres. C'est 2 étages seulement pour nous, hein, pour notre part, dans ces haies, avec une zone intercalaire espacée de 5 mètres, donc on met 4 plants, on plante les arbres tous les mètres. Hein. On plante tout d'un coup en même temps, hein, le même jour. Il faut évidemment organiser bien sa plantation, et on utilise en général des espèces différentes, mais la même espèce, voire la même variété sur le module. C'est-à-dire si je mets du cerisier ici, cerisier acide, ici je mets du néflier, ici je mets du cognacier, ici je vais mettre du grenadier, de l'arbousier. J'évite de mélanger parce que j'aime bien les choses rationnelles. Et donc j'ai essayé de redessiner ce qui se passe dans le sol qu'on ne maîtrise évidemment pas, donc avec des systèmes racinaires qui vont occuper un espace plus ou moins important, de même, mais avec un espace certainement beaucoup moins important dans le module qui va être rabattu. Alors parfois, je joue avec les variétés, c'est-à-dire que je vais utiliser 5 espèces. Admettons, je reprends mon néflier, noisetier, l'obligation, arbousier, cognacier et je ne sais plus quoi, cerisier acide. Et là, je recommence. Donc là, c'est la même espèce, mais avec une autre variété. Voilà, donc j'utilise d'autres variétés. Vous allez me dire, pour nous c'est facile, on a 2000 variétés en collection et on peut jouer à tour de bras avec les variétés. Mais vous allez voir que c'est pas innocent quand on va passer sur des petits fruits ou sur du maraîchage. Donc voilà, on a fait compter, inventorier donc les insectes auxiliaires dans ces haies par une entomologiste qui est une entomologiste de Toulouse et qui a trouvé 89 auxiliaires différents sur une comptabilisation de 3 heures. Et donc elle fait 3 heures chaque année sur nos différentes haies et elle trouve beaucoup d'insectes. Donc vous voyez que dans une zone, dans une haie non traitée, on peut avoir des poires qui sont complètement indemnes. Enfin, c'est même pas un peu de maladie, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Parce que c'est une autoprotection très importante, bien sûr contre les insectes, contre les pucerons. On n'a pas de pucerons dans ces haies, mais on arrive à avoir très peu de cloques, parce qu'on trouve des coccinelles qui sont spécialisées dans les spores de cloques. On a aussi des coccinelles spécialisées dans les spores de Oïdium et de Mildiou. Et donc, c'est une grande diversité qui nous est tombée dessus, qui est absolument merveilleuse dans ces systèmes de haies. Les photos sortent toutes de l'inventaire de 2013 sur la haie, donc avec les différentes espèces de coccinelles, les différentes espèces de cirques, je passe rapidement, les différentes espèces d'araignées. Je n'imaginais pas du tout l'intérêt aussi important des araignées pour lutter entre autres contre les pucerons. Et puis tout ce qui est punaises, les punaises de toutes sortes, y compris des punaises parasitoïdes qui pondent dans les pucerons. Alors on arrive parfois à voir des grosses punaises qui mangent les coccinelles. Ça, c'est quand le système est bien en place. C'est terrible pour la coccinelle, mais c'est bon pour nous. Et donc ça, c'est une photo qui a fait un peu le tour là sur Internet. Dans nos haies, on pense aussi aux oiseaux, c'est extrêmement important, donc on leur met des malus, mais ça pourrait être des pyrrhus ou du sureau, des plantes qui sont faites pour les nourrir. C'est aussi très important de penser aux oiseaux.
et d'autres que nous ont pensé aux oiseaux. Je vais y revenir. Donc, qu'est-ce que c'est que ces systèmes qui fonctionnent? Ce sont des vergers linéaires qui deviennent autonomes, qui ont une certaine autonomie, qui produisent des fruits, qui sont des réserves d'insectes auxiliaires. Donc, c'est ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire la biodiversité qui nous est utile. Il ne faut pas oublier que pour avoir une biodiversité qui nous est utile, il en faut 95% d'ordinaire qui ne nous sert à rien, mais s'il y a la biodiversité ordinaire, il y aura la biodiversité utile, donc fonctionnelle. Il y a un enrichissement en matière organique permanent avec la chute des feuilles, les bois de taille, le BRF qu'on peut rapporter. Des actions racinaires qu'on n'imagine pas, que je n'ai pas pu faire étudier pour le moment. C'est qu'est-ce qui se passe dans le sol en termes d'excrétion, de présence de mycorhizes, de remontée d'éléments. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est fondamental, mais qu'on n'a pas pu étudier pour le moment, faute de moyens. Ça peut être aussi une limite d'érosion. Une réserve d'humidité atmosphérique, ces haies sont extrêmement importantes, pas seulement les fruitières, toutes sortes de haies et de bois. Ce sont des réserves d'humidité atmosphérique et on conseille, y compris dans les villes, d'installer ces plantes avec un feuillage très dense pour refroidir la température des villes. Et puis, c'est pas innocent, ça fait partie de la beauté du paysage en toute saison. Et je crois que c'est aussi le boulot des agriculteurs. Ce sont les agriculteurs qui font les paysages. Et c'est important que les paysages soient jolis.